Bonjour, je suis Thomas Ozinski. Ceci est la présentation vidéo d'une conférence que j'ai donnée pour le CIFEPK de 2020, congrès qui a eu lieu à Bordeaux, sur lequel il m'a été demandé d'intervenir à 2 reprises sur le syndrome douloureux régional complexe. Ceci est la deuxième vidéo qui abordait plutôt les approches thérapeutiques en lien avec ce syndrome-là pour la kinésithérapie, en ayant accentué les choses autour du programme d'imagerie motrice progressive. Avant de présenter les différentes données exposées lors de la conférence, je me présente, je suis Thomas Ozinski, masseur-kinésithérapeute. J'interviens en différents niveaux de formation initiale et continue, et je n'avais pas reçu de financement pour cette présentation, donc il n'y a pas de lien d'intérêt financier pour en corrompre les données que j'abordais. Par contre, je suis plutôt orienté matérialiste et influencé par les neurosciences et la psychocognitive, donc ce qui peut influencer les choix des expériences que j'ai rapportées ou ma façon de lire les données de la littérature en lien avec le SDRC. L'objectif de la conférence était d'aborder différents aspects de traitement dans le cadre du syndrome douloureux régional complexe et principalement de développer le cadre théorique autour de l'imagerie motrice et de l'imagerie motrice progressive dans le cadre du SDAC, mais aussi en essayant d'élargir à d'autres affections douloureuses et motrices qui pouvaient bénéficier de ces propositions thérapeutiques. Avant d'aborder précisément l'imagerie motrice, je voulais faire un rappel général de quelques recommandations quant aux thérapeutiques possibles pour le syndrome douloureux régional complexe. Le syndrome douloureux régional complexe, comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente sur la physiopathologie et l'histoire du syndrome douloureux régional complexe, est encore mal connu. Donc, ce qui fait qu'on peut retrouver beaucoup de thérapeutiques proposées dans le cadre de sa prise en charge, mais malheureusement, la plupart sont pas des thérapeutiques ayant un fort niveau de preuve. Ce qu'on retrouve généralement recommandé, c'est des interventions multidisciplinaires. Ceci est cohérent avec le fait que ne connaissant pas très spécifiquement la physiopathologie, on ne sait pas quelle thérapeutique privilégier. Comme en plus le syndrome est complexe et chronique, cela touche plusieurs choses comme les fonctions du système nerveux central, les aspects psychologiques et les problèmes sociaux qui s'installent avec l'incapacité chronique liée au syndrome. Il y a plusieurs traitements pharmacologiques qui sont proposés, comme les traitements anticonvulsants ou les antidépresseurs tricycliques pour diminuer l'hyperactivité du système nerveux central. Malheureusement, il n'y a pas forcément, comme nous pouvons le voir, beaucoup d'essais randomisés cliniques qui apportent des données en faveur de ces interventions-là. Ce qu'on peut revoir comme étant potentiellement intéressant, dans certains cas, les interventions visant les aspects psychologiques et l'imagerie motrice progressive semblent être potentiellement intéressants. Il y a des traitements aussi calcitonine et vitamine C qui sont développés dans le traitement plutôt préventif de ce problème-là, comme aussi le bisphosphonate. La plupart donnent des effets plutôt positifs, même si, encore une fois, nous tenons à rappeler qu'il n'y a pas une grande quantité d'essais randomisés sur ces thérapeutiques en général pour le syndrome douloureux régional complexe. Globalement, dans les propositions pour la prise en charge du syndrome douloureux régional complexe, on retrouve moult de propositions. Principalement, deux grandes choses ressortent. Tout ce qui est le passage par la réhabilitation, la rééducation, qui comprend principalement des interventions de physiothérapie, massokinésithérapie ou ergothérapie, auxquelles on peut ajouter les traitements pharmacologiques d'antidouleurs, antidépresseurs, opioïdes, avec les réserves que nous avons vues précédemment sur la qualité des essais justifiant ces interventions-là. Il y a des interventions aussi plus invasives qui peuvent être proposées, principalement dans les cas les plus réfractaires, comme les injections de blocs sympathiques pour essayer de diminuer l'hyperactivité sympathique. Les données ne sont pas fortement en faveur de cette chose-là, ce qui peut s'expliquer pour partie, comme nous l'avons vu dans la physiopathologie, par le fait que l'hyperactivité sympathique semble être une petite période de temps et pas présent chez tous les patients, parce qu'on a vu que tous les patients ne commençaient pas forcément par une phase chaude et que souvent cette phase chaude s'améliore en 3 mois.
Il y a d'autres interventions comme les neurostimulations ou les stimulations épidurales ou les injections intrathecales qui ont été proposées, encore une fois, en dernier recours, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'indications et de preuves de haute qualité pour proposer ça. En complément de ce passage plutôt rééducation, il faut aussi considérer tout ce qui est les interventions psychosociales, qui vont s'intéresser principalement avec les thérapies cognitivo-comportementales de différentes générations, deuxième et troisième génération, à essayer d'aider le patient à faire face à son syndrome et à retrouver une fonction la plus optimale possible en luttant contre certains aspects cognitifs potentiels et comportementaux d'évitement d'utilisation du membre qui ont tendance à pérenniser les problèmes liés au syndrome. Il y a à retenir possibilité de se dire qu'il y a trois grandes phases de traitement et possibilités de choix thérapeutique. Quand le syndrome est plutôt léger, qu'il n'y a pas trop de douleur au repos et de faibles douleurs lors des mouvements, donc principalement dans les phases les plus évoluées où c'est la raideur et la difficulté motrice qui prédominent, probablement que là la rééducation habituelle, l'ergothérapie et la physiothérapie auront plus d'efficacité sans demander beaucoup d'aménagement, en essayant de travailler les tâches spécifiques, travailler la force, l'amplitude, des choses assez courantes. Si le syndrome est légèrement plus intense, la recommandation qui était faite par Eldou-Fanny, qui a fait cette revue de littérature, était de se dire on va ajouter un traitement spécifique antidouleur, comme nous avons vu avec les différentes interventions médicamenteuses possibles ou les interventions plus invasives. Et dans les cas les plus sévères, avec des douleurs intenses au repos et à l'activité, on voit apparaître des propositions qui sont orientées vers la thérapie miroir, certains cas d'immobilisation qui à mon sens ne sont pas les plus intéressantes et des interventions qui visent à rééduquer probablement plus le système nerveux central avant d'aller chercher à récupérer la fonction périphérique du membre par des exercices mettant en contrainte les tissus douloureux. Le syndrome étant chronique et avec quelques rares cas de douleurs qui persistent sur le long terme, on pourrait se demander l'intérêt de la thérapeutique. Et quand on regarde les données qui comparent de façon longitudinale les patients ayant de la rééducation ou pas de rééducation, ce qu'on voit, c'est que les patients qui ont de la rééducation, en général, des scores de sévérité nettement moins intenses, avec moins d'altérations sensorielles, vasomotrices, motrices ou motrices, comme on peut voir ici. Les sujets ayant les plus gros scores de récupération sont ceux qui font la rééducation, alors que ceux qui ne s'améliorent pas sont plutôt ceux qui n'ont pas de rééducation. Donc cela souligne l'intérêt et l'importance de faire de la rééducation pour aider les patients, même si il va falloir savoir adapter la rééducation en fonction de la sévérité du syndrome. Quand on regarde spécifiquement les interventions kinésithérapiques proposées ces dernières années dans le champ de la rééducation du syndrome douloureux complexe, il y a malheureusement des niveaux d'évidence très faibles, donc il faut prendre avec précaution et savoir fortement s'adapter au patient et aux manifestations cliniques du syndrome chez lui et pouvoir discuter des interventions possibles pour essayer d'établir un champ d'intervention le plus cohérent possible en fonction de son problème. Ce qui est le plus souvent proposé, et ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui, c'est l'imagerie motrice graduelle et la thérapie miroir. Malheureusement, quand on regarde, c'est peu d'études, environ une centaine de sujets qui ont été étudiés. Même si l'effet semble cliniquement intéressant, la confiance que nous avons là-dedans est assez modérée. D'autres interventions comme le drainage lymphatique ou les champs électriques ne semblent pas montrer beaucoup d'intérêt, même si, encore une fois, les données sont très parcellaires. Après ce bref revue des interventions possibles dans le cadre du SDRC, dont on a vu beaucoup d'interventions potentiellement proposées, peu d'évidence pour choisir une intervention par rapport à une autre, nous avons développé l'imagerie motrice pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une intervention que je trouve assez intéressante, qui est facile à mettre en place et qui peut permettre une auto-rééducation assez rapide et qui bénéficie d'évidence dans des champs annexes comme les atteintes motrices des lésions nerveuses ou chez le sportif
pour la performance motrice. Donc il y a des raisons intrinsèques de penser que l'imagerie motrice peut être une piste thérapeutique intéressante dans le cas du SDRC. Quand on s'intéresse à l'imagerie motrice, en fait, on s'intéresse à l'action d'imaginer réaliser une action motrice. Quand vous imaginez marcher, quand vous imaginez faire quelque chose, c'est ce qu'on appelle de l'imagerie motrice, à partir du moment où vous imaginez faire quelque chose. Ce qui est différent de l'imagerie mentale, où vous avez tendance à vous remémorer un événement. Quand vous repensez à un film, à un plat ou quelque chose, vous faites de l'imagerie mentale, vous essayez de vous souvenir de quelque chose, d'une image. Alors que là, on va utiliser le même procédé, mais vers de l'action, vers quelque chose à faire. Il y a plusieurs niveaux d'imagerie motrice, nous allons dire. Déjà, la notion d'évocation. Quand vous allez évoquer quelque chose, forcément, quand on parle là de marcher ou de faire du sport, intrinsèquement, dans votre esprit, il se met en place les représentations de ces actions-là. Déjà, de l'évocation peut être une chose intéressante, surtout pour les patients qui ont complètement arrêté de bouger ou faire des choses. Après, on a l'observation qui est une étape un peu plus intense vers la tâche motrice où au lieu de simplement évoquer, nous allons montrer à la personne soit en réalisant nous-mêmes le geste, soit en montrant des vidéos du geste ou des photos du geste, nous allons exposer la personne à la tâche motrice à réaliser, à réapprendre ou à maîtriser pour essayer de l'améliorer. Après, il y a une tâche d'imagerie motrice dite implicite qui va être de la reconnaissance de gestes, reconnaissance de posture, qui va solliciter des représentations internes du corps et du mouvement du corps pour aider à stimuler ces représentations-là, à les faire travailler et à faire travailler la représentation du corps et du geste au niveau cérébral sans passer par de l'activité périphérique. Ensuite, nous pouvons parler d'imagerie motrice explicite ou de simulation quand quelqu'un va volontairement imaginer faire une action, s'imaginer courir, s'imaginer faire un geste technique qu'on a envie de maîtriser mieux. Ça, c'est typiquement de l'imagerie motrice très intense, explicite, qui va demander un fort engagement de la personne. Et on voit qu'il y a donc un engagement de plus en plus progressif depuis l'évocation jusqu'à la simulation, en passant par observation et reconnaissance, où nous avons différents niveaux d'intensité d'imagerie motrice possibles. Et la dernière tâche, niveau, c'est l'exécution, c'est le dernier niveau pour apprendre et perfectionner une tâche motrice. Ça consiste à simplement faire la tâche qu'on veut faire. On sait que plus on fait quelque chose, plus nous serons bons à le faire. Et là, c'est le dernier niveau. Et quand il est possible, autant travailler à ce niveau-là. Et les autres niveaux précédents que nous avons exposés servent surtout quand il est impossible de faire la tâche. Dans le syndrome douloureux régional complexe, le plus souvent, c'est impossible parce que c'est trop douloureux. Donc nous avons besoin de mettre en place d'autres subterfuges pour travailler ces représentations du geste, travailler la qualité du geste sans aller mettre en contrainte la périphérie qui est encore trop sensible. Donc ce que nous retenons, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de tâches possibles pour travailler un geste, depuis l'évocation jusqu'à son exécution, et il y a dans ce qu'on appelle l'imagerie motrice, qui est principalement la simulation et la reconnaissance de gestes, le fait de dire que la simulation c'est explicite, quand j'imagine volontairement explicitement réaliser un geste, et la reconnaissance est plutôt une tâche implicite, c'est quand on me demande de résoudre un problème et que implicitement je suis obligé de stimuler la représentation du mouvement dans mon esprit pour réussir à répondre au problème. Nous allons réexposer ces deux petits points un petit peu plus loin. Dans l'imagerie motrice, au niveau de la vue d'ensemble, il y a une proposition théorique de dire que l'imagerie motrice explicite, surtout, serait le résultat d'un accès conscient au contenu de l'intention du mouvement. Ce que ça veut dire, c'est que quand je vais imaginer faire un geste, je vais simuler le geste en moi, j'aurai accès consciemment à tout ce que l'organisme s'apprête à faire d'habitude de façon inconsciente quand je demande un geste. Je vais pouvoir, quand je simule un geste, quand je vais m'imaginer lever le bras, ou quand je vais m'imaginer dessiner ou peindre, je vais pouvoir accéder à savoir comment mon organisme prépare, se représente le geste et voir si je vais pouvoir modifier des choses. Ce qui nous fait dire que la simulation du geste, l'imagerie motrice est assez bien corrélée au même système que celui de faire le geste,
il y a deux choses intéressantes. Le principe d'isochronie, c'est le principe que imaginer faire une tâche, surtout valable pour les tâches simples, l'imagination d'une tâche prend le même temps que la réalisation de la tâche. Vous pouvez faire le test. Si vous imaginez écrire votre prénom en capital sur un papier, fermez les yeux, imaginez écrire votre prénom en capital sur un papier, mesurez le temps qu'il vous faut, puis comparez-le au fait de écrire réellement votre prénom en capital sur un papier. Vous verrez qu'à peu de choses près, vous aurez à peu près le même temps lors de la simulation que lors de l'action. Et il y a une autre chose qui a fait dire que la simulation d'un mouvement était un accès inconscient à la réalisation du geste. C'est le principe de la loi de Fitt qui dit que plus une tâche est compliquée, plus elle est difficile à réaliser. On met plus de temps à passer un petit fil dans le chat d'une aiguille qu'à passer une corde à travers des barreaux d'une barrière. C'est le même principe de tâche, passer une file entre deux objets métalliques, mais plus le chat de l'aiguille est petit, plus c'est difficile. Et ben on retrouve ce phénomène-là aussi dans l'imagerie motrice. Dans des cas où on complexifie une tâche, on voit que l'imagerie motrice a tendance à devenir de plus en plus lente, et cela est le même principe quand on fait de l'action. Ceci est vrai, sauf pour des tâches trop compliquées, où on voit que les personnes non expertes ont tendance à simuler anormalement rapidement une tâche qui est trop compliquée pour qu'ils arrivent à en simuler l'entièreté, l'entière complexité. Par exemple, vrai, si vous imaginez jouer du piano, une composition un petit peu difficile, et vous n'êtes pas pianiste, probablement vous allez avoir tendance à l'imaginer très rapidement, alors qu'un réel pianiste saurait la complexité du geste et aurait tendance à ralentir la simulation. Autre élément qui fait penser que la simulation met en jeu les mêmes circuits neuronaux que l'action réelle, les patients atteints de Parkinson, donc une maladie qui affecte l'exécution du geste, montrent un ralentissement lors des mouvements réels et imagés, alors que les blessés médulaires, non. Les blessés médulaires ne peuvent pas envoyer l'ordre aux nerfs des membres inférieurs parce que la moelle est sectionnée, et du coup l'information ne peut pas arriver jusqu'aux effecteurs, mais la simulation est bonne, et on voit que les blessés médulaires ont les mêmes capacités d'imagerie motrice que les sujets sains, qui ne sont pas affectés, alors que les patients parkinsoniens qui ont des problèmes de commande motrice retrouvent des retards à l'imagerie motrice et au mouvement réel. Donc, ce qui fait bien dire que l'imagerie motrice met en place plutôt des réseaux cérébraux dans sa genèse, même s'il y aura des conséquences en périphérie. Surtout, ce qui est central, c'est l'activité cérébrale dans l'imagerie motrice. Les données d'imagerie cérébrale mettent aussi en avant le fait qu'on a les mêmes substrats, donc ce qui est cohérent avec ce que nous avons dit tout à l'heure, où les données de clinique montraient bien qu'il y avait une corrélation entre simulation et réalisation d'un geste. Et bah, quand nous regardons l'activité cérébrale, nous retrouvons le partage de plusieurs aires cérébrales entre l'imagination et l'exécution. Bah, tout ce qui est en bleu, c'est ce qui est partagé entre moment d'exécution et de simulation d'un geste, avec évidemment des différences, parce que la simulation, ce n'est pas l'action, il y a des différences, le geste ne se réalise pas, il n'y a pas la même coordination nécessaire, donc c'est pour ça qu'on voit probablement, pour cela que nous voyons un peu moins l'activité du cervelet dans la simulation que dans l'exécution, et plus d'éléments pré-cunéo dans l'imagerie. Donc il y a des différences, mais il y a un grand chevauchement dans les aires cérébrales qui sont mises en jeu entre exécution et simulation. Ce qui fait encore une fois dire que l'imagination d'un geste permet de travailler au moins la partie de la commande d'un geste, et du coup va nous permettre d'améliorer certaines performances motrices. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail des aires cérébrales mises en jeu dans l'imagination et l'exécution, ce que nous voyons, c'est qu'il y a les aires supplémentaires motrices qui sont pas mal impliquées dans la planification des gestes, qui sont préactivées, les aires prémotrices aussi, qui sont activées, et les réseaux somatosensoriels aussi. Donc l'organisme se prépare à sentir quelque chose, et dans sa simulation, on peut avoir certains patients qui décrivent sentir les choses quand ils simulent, et cela peut être en lien avec cette activation-là.
on retrouve de l'activation du cortex préfrontal dorsal et du cervelet pour montrer toute la complexité de la simulation et le fait que ce soit quelque chose de très riche qui met en jeu plusieurs aires cérébrales connues dans l'activation motrice réelle. D'un point de vue expérimental et clinique, l'imagerie motrice se divise, nous l'avons dit, en deux grandes catégories, l'implicite et l'explicite. Ce qui est implicite, c'est quand vous n'avez pas volontairement vous simulé le geste. Par contre, pour comprendre une scène, par exemple, si on vous montre des photos de mains dans différentes positions et qu'on vous demande est-ce que c'est une main gauche ou main droite que vous voyez, ce qu'on appelle une tâche de jugement de latéralité, et on sait que la plupart des personnes disent j'ai dû imaginer mettre ma main dans la position de la photo pour savoir si c'était la main gauche ou la main droite. Donc il y a involontairement cette simulation là d'un geste qui est faite pour répondre à une question. On a le même phénomène si on regarde la position du corps dans l'espace ou la rotation d'objets, on a ce même phénomène de simulation d'un mouvement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une influence de la position du corps sur la tâche de jugement de latéralité. Quand on regarde des mains, si vous avez une photo de main à regarder comme ceci, à savoir si c'est ma main gauche ou ma main droite, ici ma main droite, vous aurez plus de facilité à répondre à cette question si vous avez les mains vous-même dans cette position que si vous les avez dans le dos. Si vous aviez la main dans le dos, en général, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus d'erreurs et plus de difficulté à répondre rapidement à cette tâche de jugement de latéralité assez simple, ce qui montre combien la simulation est proche du geste, parce qu'elle est influencée par la posture du corps et les actions qu'on fait faire à notre corps pendant la simulation. L'imagerie motrice explicite, elle, c'est volontairement imaginer le geste et encore une fois, elle peut être affinée en plusieurs niveaux d'imagerie motrice explicite. Là, si vous fermez les yeux et d'imaginer bouger les bras, il y a plusieurs façons de faire ça. Certaines personnes auront l'impression de sentir leurs bras bouger, de sentir le mouvement des bras, sentir l'action des muscles des bras. Donc ça serait plutôt à la première personne en disant j'étais à l'intérieur, j'ai senti mon bras ou j'ai vu mes bras comme je les vois naturellement. Ça serait plutôt première personne. Et certains diront c'est plutôt une silhouette que j'ai vu bouger, plutôt la troisième personne sortie du corps, en disant ça peut être mon corps mais je l'ai vu de l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on va appeler le fait de faire la première ou troisième personne. Et au-delà de ça, on a encore une autre sous-division possible, c'est les personnes qui vont dire j'ai simplement vu l'action, j'ai vu mon bras bouger, j'ai vu le corps bouger, et d'autres qui disent je vois pas, j'ai pas d'image, mais je sens les choses. Donc certains qui seront plutôt visuels, d'autres plus kinesthésiques. Parfois, nous avons les deux. C'est une donnée qui va nous intéresser parce que quelques données de littérature nous laissent à penser que pour apprendre un geste nouveau, il est parfois plus simple de simuler, d'imaginer une silhouette qui fasse et de la regarder faire. C'est souvent ce qu'on fait quand on regarde notre professeur de sport faire un geste technique. Et puis que nous essayons de nous souvenir et de remémorer ce geste, on a plutôt tendance à voir sa silhouette ou notre silhouette faire quand nous apprenons un geste. Alors que quand nous sommes plus experts, nous avons tendance à être plutôt à l'intérieur, à la première personne, à voir son corps bouger ou à le sentir bouger. Et les données montrent que quand nous en sommes au moment de sentir et d'être à la première personne, en général, c'est là où nous avons plus d'amélioration sur la performance. Donc plus facile d'apprendre si c'est vu à la troisième personne d'extérieur et plus facile de performer, d'améliorer la performance quand c'est fait à la première personne et plutôt kinesthésique. L'imagerie motrice a été pas mal utilisée chez le sujet sain et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'imagerie motrice comparativement à pas d'activité, il y a un effet notable positif sur le gain de force, le gain de précision, le gain d'endurance. Donc le fait de travailler l'imagerie motrice, de travailler la commande cérébrale d'un geste, va améliorer le geste. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que dans la préparation d'une personne relativement saine, d'un sportif, ou même chez nos patients qui n'ont pas d'atteinte cérébrale, on va pouvoir
améliorer très probablement leur capacité en faisant travailler la commande motrice sans forcément avoir d'action au niveau des effecteurs, sans que les muscles ne travaillent et qu'il y ait de douleur ou de nociception qui puissent être générées par cette activité de renforcement en périphérie. Le travail de la commande motrice va aider à améliorer la gestuelle. Et quand nous comparons l'imagerie motrice à l'activité réelle, il y a évidemment une préférence et un effet plus important pour l'activité réelle, parce que dans l'activité réelle, vous travaillez à la fois la commande et à la fois les effecteurs, les muscles, mais cet effet reste positif et laisse à penser que ça peut être une alternative dans certains cas où l'activité physique ne peut pas être pratiquée ou quand on a besoin de diminuer, par exemple chez un sportif qui montre des signes de fatigue ou chez qui nous ne voulons pas induire de fatigue avec une activité physique trop intense, nous pouvons passer par de l'imagerie motrice explicite. Chose intéressante à noter, quelques données de la littérature laissent à penser que combiner spécifiquement imagerie motrice et activité ne semble pas être plus performant que simplement l'activité physique. Donc, ça chez le sujet sain, et à prendre en considération les autres facteurs que nous avons dit, le besoin de repos, le risque de nociception chez nos patients, mais à se dire qu'il n'y a pas forcément besoin, quand nous pouvons faire de l'activité physique, de continuer à combiner avec de l'imagerie motrice. Ça serait plutôt cohérent avec l'idée que nous avions exposée tout à l'heure d'une certaine progression en disant quand il est possible, au plus vite, aller vers l'activité physique réelle parce qu'elle semble être quand même plus efficace et elle peut être en elle-même de façon isolée plus efficace qu'une combinaison avec de l'imagerie motrice. Donc on ferait perdre du temps au patient si on lui imposait l'imagerie motrice en plus de l'activité physique, ce qui peut déjà faire pleinement l'activité physique. Si l'imagerie motrice est une alternative possible à l'activité physique quand elle n'est pas possible, et elle respecte les mêmes contraintes que l'activité physique pour avoir de la performance. Les méta-analyses montrent que pour gagner de la force, là c'est un extrait orienté sur la force, plus l'intensité de l'imagerie motrice est intense, plus on a de la force. Plus on répète le nombre de sessions et qu'il y a de grands nombres de répétitions dans les sessions, plus on a de gains avec l'imagerie motrice. Et plus l'imagerie motrice est faite dans une séance qui est longue, plus on a de gains. Avec évidemment des précautions sur les moments où on peut amener une fatigue psychologique et un ennui à faire de l'imagerie motrice. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça sollicite les mêmes réseaux neuronaux, ça répond aux mêmes contraintes cliniques qu'on peut voir avec les contraintes de complexité et ça bénéficie aussi des mêmes facteurs d'amélioration qui sont l'intensité de l'activité, le nombre de répétitions, la charge que l'on met et la durée de l'entraînement que nous allons mettre en place. Donc c'est assez simple de faire un corrélat entre l'imagerie motrice et l'activité physique, c'est facilement compréhensible pour les patients et ça a montré de l'intérêt, donc c'est un outil particulièrement intéressant à potentiellement utiliser en pratique clinique. J'ai jusqu'alors surtout exposé des données provenant d'études sur sujets sains ou sportifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve globalement la même chose, le gain bénéfique sur les tâches motrices pour les patients atteints de troubles neurologiques. Donc là, c'est une revue de littérature sur les patients avec des AVC principalement. Et on regarde le gain sur l'équilibre et on voit qu'on a un effet positif de l'imagerie motrice par rapport à une intervention contrôle. Même si l'effet positif retrouvé sur l'activité motrice ne va pas forcément avec un gain sur la vie quotidienne, c'est cohérent avec le fait que les qualités de vie et les a vécues ne dépendent pas uniquement d'un seul facteur qui serait l'activité motrice. Donc il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc l'imagerie motrice aide pour améliorer la performance motrice, mais ne fait pas tout non plus. En plus d'améliorer l'équilibre, l'imagerie motrice peut permettre d'améliorer le gain de force au niveau des membres inférieurs et la vitesse de marche. Il y a plusieurs études qui vont dans ce sens-là avec une taille d'effet tout à fait intéressante, avec un effect size autour des 0,7. Et on peut aussi avoir des gains sur la fonction motrice du membre supérieur, gain qui est moins franc que ce qui est au niveau des membres inférieurs.
probablement parce qu'il y a un peu plus d'études qui ont été réalisées, et aussi parce que la tâche du membre supérieur est probablement plus compliquée que simplement les tâches de simulation de marche. Et si nous intéressons aux patients qui sont douloureux, là nous pouvons reprendre la littérature épluchée par Thiem en 2016. Dans cette revue littérature, les auteurs ont inclus différentes tâches orientées vers la représentation du geste, donc pas que l'imagerie motrice, mais aussi de l'observation dont nous avons parlé tout à l'heure, ou de la thérapie miroir que nous allons redévelopper, et ont montré que ces interventions orientées vers la tâche motrice, que ce soit l'observation, l'imagerie motrice ou la thérapie miroir, avaient des effets positifs sur la fonction ou la douleur, comparativement à d'autres interventions de contrôle, même si la taille d'effet est positive, assez positive à 0,8. Il y a une petite hétérogénéité qui demande à être inspectée pour vérifier quelles sont les meilleures interventions possibles dans ce genre de cas. Là, nous allons développer une approche thérapeutique particulière qui est le programme de GMI, donc Graded Motor Imagery, pour imagerie motrice progressive, qui reprend différents moments d'imagerie motrice, l'implicite, l'explicite et la thérapie miroir. Nous allons rentrer en détail. C'est un protocole qui est intéressant pour ces données théoriques. L'imagerie motrice progressive comprend 3 étapes qui sont le jugement de latéralité, discrimination gauche-droite, dont j'ai déjà exposé certains principes tout à l'heure, l'imagerie motrice explicite, le fait de simuler un geste, et la thérapie miroir. Nous allons aborder ces 3 moments thérapeutiques particuliers et peut-être des variations sur comment l'appliquer en pratique clinique. Ce programme qui a été développé par le Neue Group, donc Neuro-Orthopedic Institute d'Australie, dirigé en grande partie par le professeur Lorimer Moseley, qui a beaucoup développé ce principe-là et d'autres thérapeutiques connexes, s'inscrit dans un paradigme où on se dit on va de l'observation jusqu'à la performance motrice réelle, parce que nous avons vu que la tâche motrice réelle était la plus performante pour améliorer les choses, en passant par les 3 étapes que j'ai dit tout à l'heure, discrimination, imagerie motrice et thérapie miroir. Ces 3 étapes sont dans la théorie à faire pendant 2 semaines. Les protocoles qui ont étudié ça, les études de Lorimer Moseley, ont à chaque fois fait 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, avec une progression linéaire pour l'étude. Dans la pratique clinique, il est possible d'envisager de ne pas faire ces 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines en fonction de la progression ou la régression du patient et de savoir comment adapter les choses. Quand on fait l'imagerie motrice implicite de discrimination gauche-droite, le plus souvent on demande aux personnes d'imaginer est-ce que c'est un membre gauche ou un membre droit. Il a été proposé d'utiliser aussi pour le rachis, avec le fait de dire est-ce que la tête est tournée à gauche, à droite, est-ce que le dos est tourné à gauche, à droite, pour faire l'imagerie motrice implicite aussi. Nous déconseillons, avec les données actuelles, d'utiliser cette tâche-là dans le cas des problèmes du rachis, parce que les données montrent que, en fin de compte, ça ne serait pas une tâche motrice implicite, parce que ça ne respecte pas l'isochronie et la loi de Fitt, ni une autre contrainte que nous n'avons pas exposée, qui est la contrainte biomécanique, qui dit que plus un mouvement est compliqué, plus on fait d'erreurs, plus ça met de temps à être réalisé. On ne le voit pas pour le rachis, au contraire, plus les positions sont tordues, plus il est facile de savoir si c'est tordu vers la gauche ou vers la droite. Donc l'imagerie motrice implicite du jugement de latéralité, plutôt à réserver pour les membres que pour le rachis avec les données actuelles. Dans l'imagerie motrice explicite, pour le GMI, en fait, nous allons réutiliser les images que nous avons utilisées dans l'imagerie motrice implicite. Donc, à la première étape, le patient doit dire si c'est une main gauche, une main droite, dans différentes positions de la main. Nous lui montrons des photos dans différentes positions. Et 2 semaines après, quand il passe à la tâche explicite, avec la même photo, on va demander au patient, essayez d'imaginer mettre votre main dans cette position-là, puis dans une autre position, et il va simuler la position de la photo. Au lieu de simplement imaginer ce que c'est une main, de savoir si c'est une main gauche ou une main droite, il va surtout imaginer mettre sa main dans la position de la photo. Et une fois qu'il a fait ça, 2 semaines après, dans le protocole, nous lui proposons de travailler en thérapie miroir
où il va devoir faire des gestes devant un miroir et donner une illusion d'un mouvement du membre sain à son cerveau, alors que son membre sain sera caché derrière le miroir et ne bougera pas. Ce protocole est intéressant. L'inconvénient est sa lourdeur, car dans les protocoles initiaux, ce qui a été mis en place, c'est que les patients devaient faire ces tâches-là à chaque fois pendant 2 semaines, donc un protocole de 6 semaines. Et dans ces 6 semaines, il était demandé de faire les tâches implicites, explicites ou de thérapie miroir, 25% du temps éveillé, ce qui est très contraignant et ce qui est parfois un peu irréaliste. Dans la première étape du GMI, nous avons dit, c'est une étape de jugement de latéralité. Il y a plusieurs possibilités pour faire cette tâche de jugement de latéralité. Soit vous donnez au patient des photos de mains, ou de pieds, ou de genoux en fonction de ce qu'il a besoin de travailler. Et puis il doit faire le tri. Il peut prendre ses photos à lui, prendre des photos d'internet, ou faire une banque de données. Sinon, il y a des outils informatiques qui ont été développés, comme l'application Recognized, qui est développée par le Neue Group. Nous pouvons la recommander parce qu'elle est plutôt bien faite. Elle a été validée dans des études avec des patients. Son inconvénient, c'est qu'elle est payante. Mais bon, on paye un groupe de recherche scientifique, ça peut être une bonne chose. Sinon, il y a d'autres applications qui ont été développées sur le même principe, comme Orientate ou la Lateralidad, qui sont gratuites, elles, et qui peuvent être aussi intéressantes, même si c'est un peu moins perfectionné que celle du Neue Group. Nous n'avons pas de lien d'intérêt avec ces applications, nous vous laissons choisir en fonction de vos besoins. Là, j'aimerais vous laisser la possibilité de vous tester sur votre capacité d'imagerie motrice implicite. Donc voici un petit film de plusieurs photos de mains. À vous d'essayer de savoir, là en regardant, si c'est des mains gauches ou des mains droites que vous voyez. Et puis vous allez pouvoir vous tester avec les réponses qui arrivent juste derrière. Donc ça, c'est typiquement ce qui est demandé au patient. Donc les photos défilent devant lui et il doit dire main gauche, main droite. Et on peut essayer d'investiguer comment est-ce qu'il retrouve ça. Le plus souvent, et peut-être c'est ce qui s'est passé pour vous, là regardez les résultats, mais le plus souvent, les personnes disent avoir dû imaginer mettre la main dans la position et aussi se repérer avec le pouce. Ce qui fait que sur les photos, comme là, la précédente qui était un peu plus difficile, qui n'avait pas le pouce, souvent les patients disent c'est plus dur, et c'est aussi plus dur quand c'est dans une position qui ne sont pas naturelles. Quand la main est complètement tournée, ou quand elle est dans une position un peu tordue, ou à l'envers, comme ici, c'est souvent plus difficile de savoir si c'était une main gauche ou une main droite, et ça implique plus de mouvement et de réflexion pour résoudre la tâche, ce qui respecte bien ce que nous avions dit, la loi de Fitt, et ces aspects de contraintes biomécaniques aussi, avec les positions les plus étranges étant celles pour lesquelles on a plus besoin de simuler un geste, et un geste plus lent, comme là, par exemple, pour retrouver que c'est une main droite, il faut imaginer tourner sa main, l'amener très loin devant nous pour se représenter la position de l'image. La tâche que nous venons de faire en reconnaissant différentes photos qui défilent est le principe même de ce qui est fait dans le programme GMI. Il est possible d'utiliser d'autres tâches d'imagerie implicite, histoire de ne pas lasser le patient, comme ici, le fait de reconnaître toutes les mains droites parmi un ensemble de jeux de photos. Là, on voit que la personne a réussi à reconnaître 4 mains droites et s'est trompée sur 4 mains gauches, qu'il a confondues avec la droite. C'est une des possibilités de l'application Recognized, développée par un Neue Group, qui permet d'être un peu moins rébarbatif que simplement toujours trier les mêmes photos. Une fois que la personne a fait 2 semaines d'imagerie motrice implicite avec ce tri de photos, reconnaissance d'images, le programme GMI préconise de faire 2 semaines d'imagerie motrice explicite. Nous pouvons, comme nous avons dit tout à l'heure, reprendre les mêmes images et demander à la personne d'imaginer mettre la main dans cette position-là. Ou nous pouvons aussi pratiquer l'imagerie motrice implicite avec un peu plus de suggestion, comme est proposé parfois en imagerie mentale ou en hypnose, où nous demandons à la personne d'imaginer un geste, de réaliser le geste mentalement dans sa tête et de voir quand elle imagine ce geste, qu'est-ce qu'elle se représente. D'expérience, nous retrouvons beaucoup de personnes qui, par exemple, quand elles ont mal au genou, et puis nous leur disons, ok, essayez de vous imaginer marcher, puis elles vont dire, ok, j'arrive à me voir marcher, puis
quand nous allons leur demander de s'imaginer courir, elles vont commencer à dire bah, je vois que je cours, mais mon genou droit qui est douloureux, bah, il fait pas tout le mouvement, ou ma jambe droite est plus lourde, ou souvent plus sombre, déformée. Et alors, nous pouvons utiliser le principe de la réification comme proposé en hypnose ou des suggestions comme dans d'autres pratiques psychocorporelles et demander à la personne quand elle fait son imagerie motrice de dire bah, est-ce que quand on change cette image, vous me dites que votre genou droit est plutôt rouge sombre, noir, gonflé, est-ce que vous pouvez l'imaginer d'une autre couleur? Est-ce que vous pouvez l'imaginer un peu plus clair? Et voir quand la personne change cette image-là, est-ce qu'elle arrive à retrouver l'image d'un geste correct dans l'idée de se dire bah, si nous réentraînons un geste pas correct, probablement que la commande va s'entretenir à pas être bonne et que la gestuelle derrière ne sera pas bonne. Donc nous avons besoin de changer cette image mentale, cette imagerie motrice explicite pour réussir à ce que le patient imagine un geste correct, fluide, qui corresponde à ce que nous voulons récupérer. Donc plusieurs façons de s'entraîner. Je vous conseille de vous entraîner sur vous-même, sur des tâches à réaliser, voir quand vous changez la représentation de votre corps, qu'est-ce que ça donne. Un exercice que je fais souvent faire en cours ou en conférence est le fait de s'imaginer faire des squats, en imaginant au début faire 3 squats, et puis après de voir 3 squats mais avec une barre d'haltère sur les épaules, puis une barre d'haltère de plus en plus lourde. Et la plupart des personnes décrivent sentir le poids de la barre sur les épaules, sentir les cuisses qui ont besoin de travailler, et sentir à un moment que ça ne devient plus possible. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on leur dit de se concentrer sur le fait d'avoir des cuisses puissantes, très musclées, brillantes, lumineuses, souvent les personnes arrivent à dire ok, en fait je peux imaginer faire le geste, et ça permet de débloquer un peu des choses. Donc ça, c'est un test à faire sur soi qui est assez intéressant et qui peut être répliqué avec les patients, parce que beaucoup de patients, quand elles changent un petit peu l'imagerie motrice, ou l'abord cette représentation du corps qu'il y a dans l'imagerie motrice, arrivent à réimaginer un geste performant. Après un mois travailler l'imagerie motrice de façon implicite puis explicite, le programme de GMI propose de travailler en thérapie miroir. Le principe de thérapie miroir est assez simple, ça a été développé par Ramachandran il y a plusieurs dizaines d'années maintenant sur les personnes amputées, où vous avez remarqué que quand une personne amputée de la main droite met son moignon de main droite derrière un miroir, puis met la main gauche devant le miroir et regarde le miroir et voit par reflet une fausse main droite, certains patients décrivent une diminution drastique de leur syndrome douloureux. Donc ça a été répliqué et il y a plusieurs données qui sont en faveur du fait que le travail de thérapie miroir peut améliorer certaines douleurs et la fonction des membres de personnes post-AVC ou de personnes douloureuses. Et c'est un travail qui est assez simple à réaliser, peu coûteux, il suffit d'un miroir. L'inconvénient, c'est que c'est encore une fois assez rébarbatif, donc il est possible d'imaginer différentes complexités de tâches pour que le patient progresse avec cet outil-là vers la tâche motrice réelle. Au départ, quand nous demandons aux patients d'essayer cette thérapie-là, au départ, il suffit de mettre les mains, on essaye de voir les mains les plus symétriques. Là, je prends l'exemple des mains, mais ce serait pareil avec les pieds. Donc, s'il y a des bagues, il faut essayer d'enlever. S'il y a quoi que ce soit qui permet de dire, en fin de compte, cette image-là, je reconnais mon alliance, donc je sais que c'est ma main gauche, pas ma main droite. On essaye d'enlever ça. L'idée est que quand le patient regarde dans le miroir, il puisse essayer de se dire, oui, c'est comme si j'avais mon membre douloureux qui était sain et qui avait un aspect normal. Beaucoup de patients, quand c'est très chronique et douloureux, simplement observer déjà le membre au repos peut changer les sensations spontanément, parfois de façon très drastique. Et j'ai d'expérience des patients qui, après une dizaine d'années de traitement, d'intervention ou autre, sont assez démunis quand ils voient que simplement mettre la main devant le miroir et le regarder permet d'enlever leur douleur. Donc il faut parfois discuter avec le patient, parce que c'est un vécu qui peut être assez traumatisant et c'est des éléments, il y a quelques données qui montrent que la thérapie miroir peut choquer les patients et parfois augmenter un peu les douleurs, donc il faut aller beaucoup discuter avec le patient lorsqu'on fait ça. Une fois que le patient est habitué et confortable avec le fait de voir son membre dans le miroir, un reflet de membre normal au lieu du membre pathologique,
Nous pouvons commencer des gestes simples, bouger la main de haut en bas, ouvrir, fermer la main, puis complexifier en faisant des tâches de position des doigts, puis complexifier en faisant sentir des textures, en faisant serrer des balles de différentes textures, avec la vraie main avec la main saine et la main pathologique, et de complexifier la tâche progressivement pour que le patient ne se lasse pas, et puis pour aller progressivement vers la tâche réelle. Quand le patient fait et qu'on va introduire des mouvements symétriques des deux mains, au début souvent on ne fait que la main saine devant le miroir, puis après les deux mains en même temps, mais c'est toujours que le mouvement soit synchrone et que le patient soit concentré sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il sent, si ça tire ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est qu'il utilise la distraction du reflet du miroir pour voir un mouvement s'exécuter normalement. Et il progresse jusqu'à ce qu'il puisse retrouver une motricité qui permette de passer à l'activité physique réelle. La thérapie miroir est l'étape en général du GMI réputée comme étant la plus efficace. L'inconvénient est qu'elle soit supportée, donc si c'est trop intense, on diminue, on passe sur la tâche d'imagerie motrice, et si c'est supporté, on va vers la thérapie miroir et l'activité physique réelle. Qu'est-ce qu'il en est des preuves d'efficacité potentielle de la thérapie du GMI? Ce que nous voyons, c'est qu'il semblerait que la tâche d'imagerie motrice implicite seule, le jugement de latéralité, n'ait pas de grand effet sur la douleur d'un point de vue thérapeutique, et que ce soit la thérapie miroir qui soit le plus efficace. Il est à noter que les données de la littérature sont sur des études où on a standardisé l'action et on n'a pas modifié pour s'adapter aux patients, donc potentiellement des précautions. Enfin, moi, d'expérience clinique, l'imagerie motrice explicite, en faisant de la réification, en faisant des modifications de l'image, peut avoir des effets très intéressants, mais ceci n'est que mon expérience clinique. Ce que nous retiendrons, c'est que c'est principalement en thérapie miroir qu'il faut essayer d'introduire le plus rapidement possible, si c'est supporté, parce que c'est celle qui semble donner le plus d'intérêt au niveau de la littérature. Ce qui est intéressant, c'est que les données sur le GMI peuvent être extrapolées des patients avec un syndrome douloureux régional complexe, aussi les douleurs de membres fantômes, et certaines études sont en train d'être développées et sortent sur d'autres douleurs chroniques musculo-squelettiques, où il semble qu'on puisse aussi avoir un effet positif en travaillant ces représentations du geste chez les patients douloureux. Malgré tout, nous resterons assez précautionneux, nous l'avons vu tout à l'heure, il y a peu d'études sur l'imagerie motrice graduelle. Ce sont principalement des études faites par l'équipe de Lorimer-Moseley et quand elles sont appliquées dans des conditions plus écologiques et moins de laboratoire, le problème est que les patients ne supportent pas le protocole parce qu'il est trop contraignant. Passer 25% du temps éveillé, c'est-à-dire un quart d'heure toutes les heures, c'est quand même très contraignant. Donc probablement que appliquer le protocole de façon unique et au pied de la lettre est peu réaliste dans la plupart des cas. Certains patients adhèrent et le font très bien et s'améliorent beaucoup. Pour d'autres, il va falloir imaginer des aménagements pour s'en servir en tant que complément des autres interventions de thérapie courante. J'aimerais pour résumer et finir cette présentation rappeler que l'imagerie motrice graduelle doit s'incorporer aux autres interventions thérapeutiques avec l'idée de se dire que c'est quand je veux renforcer quelque chose, seule l'action répétée de cette chose-là va me permettre de devenir performant. Si un patient peut faire les choses en réel, il faut qu'il aille le faire, il faut qu'il aille faire sa tâche motrice et on utilisera des subterfuges tels que l'imagerie motrice ou la thérapie miroir quand la réalisation de la tâche réelle sera trop compliquée, car douloureuse, car trop désapprise après une immobilisation ou une perte d'entraînement, parce que sinon on renforcerait une tâche non performante. Mais plus on veut de l'effet, plus il faut se rapprocher de la tâche réelle pour avoir du gain. Et c'est en fonction de l'intensité des symptômes, de la plainte, de la fatigue, de la douleur ou du temps disponible qu'on jonglera entre les différentes doses et intensités d'exercice, entre le plus léger niveau, ce qui va être l'empathie motrice et l'observation, vers ce qui est le plus intense, la tâche écologique, le retour au travail ou au sport. Je tiens à vous remercier si vous avez pu prendre le temps d'écouter l'entièreté de cette vidéo
qui était une vidéo sur la conférence que j'ai donnée lors du congrès du CIFEPCA de 2020 à Bordeaux pour parler du GMI de façon globale et plutôt centrée sur le SDRC. C'est une vidéo qui va en complément de la vidéo sur la physiopathologie du SDRC qui essaie d'introduire plusieurs domaines. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous allez pouvoir réutiliser certains des outils que nous avons abordés. Je pense que c'est des outils qui sont très intéressants en complément de ce que nous avons l'habitude de faire en physiothérapie, en physiothérapie, et qui ont un pouvoir d'auto-traitement pour le patient qui est très intéressant, je pense, pour les rendre autonomes et acteurs de leurs soins. À tout hasard, s'il y a des questions, il y a mon adresse mail, je suis joignable, j'essaierai de répondre au mieux s'il y a des questions très pratiques et en espérant que cette vidéo vous ait apporté. Merci beaucoup et bonne journée.